À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à mon histoire et à la maltraitance que j'ai subie. Je remercie infiniment toutes les personnes qui m'ont soutenue, épaulée et encouragée dans mon projet, ainsi que les 2 psychologues avec qui j'ai travaillé en étroite collaboration. Je les remercie infiniment de leur patience et de leur soutien et de leur aide. Je remercie également toutes les personnes qui ont accepté de partager ma vidéo autour d'elle, et je remercie également mon amie Véronique, sans quoi je n'aurais pas pu vous raconter mon histoire. Si d'ores et déjà ma vidéo et le sujet peut te plaire et t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à laisser un petit pouce bleu et activer la cloche des notifications. Je vous laisse de suite avec ma vidéo. Bonjour, je me présente, je m'appelle Marine Iraneide Marie Dumont. Je suis née le 12 mai 1992 à Recife, plus précisément dans la capitale de Pernambuco, au Brésil. J'ai 2 sœurs, je suis âgée de 28 ans et j'habite en Haute-Normandie. Nous avons été adoptés le 11 mars 1996 par un couple de Français que j'appellerai tout au long de cette vidéo mes adoptants. Aujourd'hui, je me retrouve devant vous pour vous raconter mon histoire. Beaucoup d'entre vous ne savent pas le calvaire et l'enfer que nous ont fait subir nos adoptants. J'ai décidé de briser le silence. Beaucoup de questions restent sans réponse aujourd'hui. Pourquoi avoir adopté des enfants si l'adoption n'était pas réellement désirée? Où est l'erreur des services sociaux d'avoir accordé l'agrément? Pourquoi n'ont-ils pas mené d'enquête approfondie? Les enfants mentionnés ont été abandonnés par leur mère. Nous vivons tous dans les favelas, les bidonvilles brésiliens, situés sur des terrains occupés illégalement et contrôlés le plus souvent par des trafiquants de drogue qui luttent entre eux pour obtenir les plus vastes territoires. Très souvent insalubres, marécages, pentes raides des collines, et dont les habitations sont construites avec des matériaux de récupération. Les favelas sont emblématiques de la pauvreté urbaine. Nous avons été confiés à la police militaire à l'initiative de nos voisins, qui ont sensibilisé et pénalisé par le traitement que nous réservait notre père. Maltraitance et abandon. Malnutrition sévère, pâleur, plaques hypochroniques au visage, des dents en mauvais état, anémie, diarrhée, des vers, des parasites du cuir chevelu, et je présentais de l'obésité. Admis au centre d'hébergement précédent pendant 7 mois de séjour, de même que les 10 mois d'hospitalisation en cours. Aucune visite, ni par nos parents, ou des connaissances qui prouvent l'abandon affectif. Grâce à l'analyse des informations, l'abandon d'enfants est clairement caractérisé. La preuve qui instruit la présente affaire révèle clairement la négligence des parents vis-à-vis des devoirs élémentaires découlant du pouvoir patriarcal, aboutissant à un abandon pur et simple. Compte tenu de ce qui précède et du fait que ces enfants ont passé presque tout leur temps isolés, sans être perçus ni impliqués dans d'autres dynamiques sociales, sans bénéficier des conditions de base, loin de l'affection, et en fait considérés dans un état d'esprit totale négligence et maltraitance. Ça, c'était la petite histoire de mon abandon au Brésil.
Dans mes recherches sur internet, j'ai trouvé des articles de presse. Je vous mettrai bien entendu le lien de ces articles dans la barre d'information. J'ai juste pris quelques petits résumés de ces articles. Le premier, adoption des enfants à l'étranger, violence et souffrance du lien de filiation adoptive. C'est un article de presse dans le journal du Décrit des jeunes 2001/10 numéro 210. Dans les années 1980, se développe de manière massive en France l'adoption d'enfants à l'étranger, souvent appelée adoption internationale, portée par un vaste et généreux mouvement en direction d'enfants en situation de danger vital dans leur pays d'origine. Il faut signaler que ces adoptions à l'étranger s'inscrivent dans un contexte socio-politique occidental qui contient au moins implicitement le droit à être parent, contexte à partir duquel s'affirme une sorte de droit à l'enfant, imprescriptible et opposable à tous. C'est dans ce sens que dans un certain nombre de situations, l'adoption d'un enfant à l'étranger s'inscrit dans une idéologie d'un enfant à tout prix. La recherche présentée ici vise à tenter d'éclaircir la spécificité des enjeux de filiation mobilisés dans ces situations d'adoption à l'étranger, dans la mesure où un certain nombre d'entre elles vont témoigner de difficultés suffisantes pour que les services de la protection de l'enfance de la délinquance se trouvent sollicités sur une thématique récurrente qui peut se traduire en termes de l'échec affaire famille, est-ce bien souvent dans un contexte de violence exacerbée. Comment peut-on adopter un enfant à l'étranger dans une démarche qui vise bien souvent un mouvement de sauvetage de l'enfant et se trouver engagé dans un lien dominé par la violence? La qualité de parent et la capacité d'être parent seraient-elles particulièrement mises à l'épreuve dans la configuration de l'adoption d'un enfant à l'étranger? Le deuxième article de presse que j'ai trouvé, ça concerne l'adoption au Brésil. L'adoption comme solution à la pauvreté. Pour tout chercheur entreprenant une étude sur l'adoption au Brésil, le constat d'Abreu 2002 saute aux yeux. Dans l'univers brésilien de l'adoption, l'illégalité est la règle. L'acceptation généralisée de l'adoption à la brésilienne n'est qu'un exemple parmi d'autres. Dans le même sens, le terme entre guillemets trafic légal d'enfants ne fait que le montrer, que des irrégularités ou illégalités se produisent sous l'autorité même des tribunaux, avec l'appui, la complicité et même la participation active des juges et des agents du milieu judiciaire. Tout aussi commune dans le cas d'adoption interne, ces irrégularités deviennent inacceptables lorsque les enfants sont adoptés par des étrangers. Ainsi, on parle d'adoption irrégulière, illégale, mais de trafic d'enfants lorsque des étrangers en bénéficient. Adoption simple. L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté et confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier. L'adoption plénière. L'adoption plénière entraîne une rupture totale des liens de l'enfant avec sa famille d'origine et lui confère une filiation qui se substitue à sa filiation d'origine
et annule l'état civil d'origine. L'adoption d'un enfant étranger. L'agrément est nécessaire pour entamer une procédure d'adoption à l'étranger. Toutefois, les candidats doivent entamer eux-mêmes les démarches d'adoption à l'étranger. Adoption démarche. Pour pouvoir adopter un enfant, vous devez obtenir un agrément délivré par le service d'aide sociale à l'enfance, l'ASE, de votre département. L'agrément permet de s'assurer des conditions d'accueil. Il est accordé pour une durée de 5 ans. La décision de refus d'agrément peut être contestée. Ils ont déposé un agrément qui a été valable du 22 mars 1994 jusqu'au 22 mars 1999. Nous avons été adoptés, je rappelle, le 11 mars 1996. Et le président du Conseil général, pour le président et par délégation, a signé l'agrément le 9 octobre 1995. Les étapes de l'agrément. Demande d'agrément auprès des services du Conseil général. Et ensuite, il y a une réunion d'information. En général, ça dure 2 mois entre la demande et la réunion d'information. Confirmation de la demande et constitution du dossier. Investigation sociale et psychologique. Dans notre cas, il y a eu énormément de ratés. Examen du dossier à la commission d'agrément, en tout 9 mois. Agrément accepté. Accueil pupille ou accueil enfant étranger. Accompagnement par les services compétents du Conseil général. Accueil enfant par organisme autorisé pour l'adoption. Le OAA. Accompagnement par l'OAA choisi. Jugement d'adoption français ou étranger et transcription à l'état civil. Quand il y a refus d'agrément, un recours auprès du président du Conseil général, 2 mois, maintien de la décision, recours auprès du tribunal administratif, 2 mois. Adopter un enfant s'avère être un parcours du combattant, casse-tête administratif, allongement des délais. Quelques chiffres. Selon l'Observatoire national de la protection de l'enfance, ONPE, 792 adoptions de pupilles de l'État ont été réalisées en France en 2016. 13 700 agréments d'adoption en cours de validité. 85% des adoptions ont été obtenues par des couples mariés, 15% par des célibataires. 14 000 agréments en cours de validité, que la majorité de ces agréments s'adressent à des enfants jeunes en bonne santé. Sauf que les demandes les plus urgentes partent plutôt sur des enfants à particularité, c'est-à-dire âgés de plus de 5 ans, en fratrie ou ayant des problèmes de santé. C'est exactement notre cas. Les conditions pour adopter un enfant à l'étranger. Pour adopter un enfant à l'étranger, il faut respecter à la fois la législation en vigueur en France, conditions d'âge, marié ou non, vivant seul ou en couple, et celle de chaque pays d'origine. S'informer sur les conditions requises par le pays d'adoption. Respecter les exigences de la législation du pays d'origine de l'enfant. La maltraitance. La maltraitance est un mauvais traitement infligé à une personne que l'on traite avec violence, mépris ou indignité. La maltraitance implique un rapport de pouvoir ou domination entre l'auteur et la victime, qui est souvent dépendante et sans défense. Il s'agit donc
de toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique et mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle. Fort heureusement, pour nous, cela n'a pas été le cas. La maltraitance des enfants, soit la violence, sous toutes ses formes, peut causer de graves préjudices à leur développement avec des répercussions à long terme. Les enfants maltraités sont à risque d'une grande variété de problèmes reliés à la santé mentale, y compris la dépression, l'anxiété, l'abus de substances, la criminalité et d'autres formes de comportements affectifs mal régulés. J'ai subi de la maltraitance physique, verbale et psychologique de la part de mes adoptants, tout comme mes sœurs. Je ne vous ferai pas part de tout ce que j'ai subi et en aucun cas je ne raconterai ce qu'ont également subi mes sœurs. La violence physique. Une fois, j'étais assise sur le canapé dans le salon avec mon adoptante. C'était le moment des devoirs. Je ne sais plus comment ça s'est passé et ce qui a poussé mon adoptante à réagir aussi violemment. Mais elle est entrée dans une colère noire et ma tête a atterri sur la table basse en verre. J'ai fini avec une énorme bosse sur le front. Le lendemain, je n'ai pas pu aller à l'école. Et ça, c'est quand j'étais enfant. Violence verbale et psychologique de l'adolescence à l'âge adulte. C'était des insultes au quotidien, des propos humiliants. Je vous épargne de ces horreurs, surtout les insultes. Tu finiras ta vie sur un trottoir, personne ne voudra de toi, tu es nulle, pas assez intelligente. Je vous épargne beaucoup de choses que j'ai subies jusqu'à l'âge adulte, sinon ma vidéo serait beaucoup trop longue. Les différentes formes de violence. La violence verbale, la violence la plus oubliée. La violence verbale est utilisée pour intimider, pour humilier ou pour contrôler une autre personne. Elle peut être employée de façon subtile ou au contraire être très directe. Voici quelques exemples. Insulter en utilisant un langage grossier et injurieux. Critiquer et user de moqueries ou de propos humiliants. Crier et élever la voix. Blâmer et reprocher les faits et gestes d'une personne. Menacer de façon directe ou indirecte. La violence psychologique, la violence la plus sournoise. La violence psychologique se situe principalement au niveau des attitudes et des comportements d'une personne. Elle vise l'intégrité psychologique de l'être humain, c'est-à-dire à dénigrer la personne dans sa valeur en tant qu'individu. Comme la violence verbale, elle peut être employée de façon subtile ou plus manifeste. Voici quelques exemples. Créer un isolement social et ou affectif autour d'une personne en dénigrant sa famille et ses proches. Contrôler les allées et venues d'une personne. User de cruauté mentale, bouderie, indifférence, silence, exigence excessive par rapport aux tâches. Faire croire à une personne qu'elle est stupide ou bonne à rien. La violence économique. La violence la plus méconnue. La violence économique se manifeste par des comportements et des actions qui empêchent une personne d'accéder à sa liberté économique. Encore une fois, cette forme de violence peut être utilisée
de façon implicite ou explicite. La violence physique, la violence la plus connue. La violence physique se caractérise par l'emploi de gestes violents envers une autre personne. Lorsque la violence physique est utilisée, il y a de fortes chances que d'autres formes de violence soient présentes. Gifler, pincer et secouer, serrer le bras, donner des coups de pied, frapper et séquestrer. Et la violence sexuelle, c'est la violence la plus redoutée et la moins dénoncée. Maintenant, on va voir la définition et le profil de mes adoptants. Le manipulateur pervers narcissique. C'est une espèce de boule à facettes qui peut avoir plusieurs visages, d'où la difficulté à les repérer au premier abord. C'est un manipulateur, une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant les autres. Premier point, le pervers narcissique est un séducteur hors pair. Il sait vous séduire, vous dire ce qui vous plaît et ce que vous voulez entendre. Deuxième point, le double visage. Le pervers narcissique choisit une cible. Elle devient sa marionnette, sa victime, son jouet. Il va lui rendre la vie infernale. Mais, de l'extérieur, rien ne paraît car il reste adorable avec les autres. Les gens ont du mal à croire le témoignage de la victime qui est souvent considérée comme folle, dépressive, voire paranoïaque. Troisième point, l'utilisation de la violence. Elle fait partie des techniques d'intimidation et d'humiliation du pervers narcissique envers sa victime. Les critiques sont permanentes en public, toujours en finesse ou en privé. De la violence verbale à la violence psychologique permanente, le manipulateur franchit parfois la barrière de la violence physique lorsqu'il sent que sa victime est sur le point de faire éclater la vérité. Quatrième point, isoler et diviser pour mieux régner. Pour être parfaitement sûr que la victime ait continuellement besoin de lui, le pervers narcissique coupe peu à peu tous les liens qui unissent la victime à ses proches. Cinquième point, l'attrait immense pour l'argent. On considère souvent les pervers narcissiques comme des maniaques de l'argent, à juste titre, car au-delà de la possession et de l'humiliation de la victime, il s'octroie largement les revenus de sa victime afin de la contrôler davantage. Sixième point, gare aux phases de entre guillemets lune de miel. C'est le terme employé pour montrer que le pervers narcissique revêt régulièrement son masque de séducteur pour faire retomber la victime dans ses filets. Non, il ne change pas. Non, il ne demande pas réellement pardon. C'est encore un outil de manipulation pour obtenir quelque chose ou endormir la méfiance de la victime. Septième point, le pervers narcissique est dénué d'empathie. Le trait de caractère, ou plutôt cette perversion, de la personnalité est typique. Il ne ressent ni chaud ni froid, en voyant sa victime souffrir et se détruire, car il ne l'aime pas. Au contraire, il éprouve même une certaine jouissance à la voir dans la détresse. Et le huitième et le dernier point, le mensonge au quotidien. C'est pathologique chez le pervers narcissique. Ils mentent en permanence pour se faire valoir, être flattés, admirés et aimés par leur entourage, car c'est cela qu'ils cherchent avant tout. Ils s'attribuent parfois même les qualités et succès de leur victime, tant la soif de reconnaissance est grande. Maintenant, je vais vous raconter pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de partir à ce moment-là. En résumé, bien entendu. Ce soir-là, j'étais donc partie me coucher.
Et comme d'habitude, après avoir bu je ne sais combien de verres, leur sujet de discussion, c'était moi. Bien entendu, hypocrites comme ils étaient, ils attendaient toujours que je sois partie pour parler. Toujours des insultes humiliantes, des phrases rabaissantes, comme la plus grosse erreur de leur vie, ça a été de nous adopter. Le lendemain, je devais aller travailler. J'étais donc en train de prendre mon petit déjeuner quand mon adoptant est arrivé et m'a parlé comme si de rien n'était et comme si de rien ne s'était passé la veille. Bonjour, tu vas bien, tu as bien dormi. J'ai fait l'hypocrite comme eux et je lui ai répondu oui. J'ai donc fini de me préparer et je suis donc partie travailler. Au retour, après avoir longuement réfléchi, j'ai pris la décision de partir et aller vivre en attendant avec ma seconde sœur. Bien entendu, leur réaction a été immédiate, sac poubelle en main comme d'habitude. Ils m'ont aidé à partir le plus vite possible. J'ai dû faire 2 voyages pour pouvoir prendre le maximum d'affaires, sinon je savais très bien ce qu'ils allaient en faire, les mettre à la poubelle. Les conséquences de la maltraitance à l'âge adulte et les séquelles sur la vie d'adulte. Cette blessure nous suit tout au long de notre vie. Face à ces agressions, les victimes vont réagir de manière différente. Certaines vont être paralysées et vont rejouer inconsciemment tout au long de la vie ce rôle de victime. Conjoint violent, harcèlement au travail, il n'est pas rare qu'elles se trouvent de nouveau confrontées à une autre forme de violence. Fuite par rapport à leurs émotions, ils peuvent se réfugier dans les addictions telles que la drogue ou l'alcool et un mécanisme de reproduction. Des séquelles sur la vie d'adulte. Grand manque de confiance en soi, difficultés relationnelles, troubles de l'attachement, douleurs chroniques, maux de dos, fibromyalgie, fatigue répétée, troubles du comportement alimentaire, troubles du sommeil, anxiété et dépression. Au moment où je suis partie, où j'ai pris la décision de partir de chez eux, j'ai traversé des périodes difficiles, comme le manque de confiance en moi, les difficultés relationnelles, les troubles de l'attachement, et à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas toujours facile, des douleurs chroniques, des troubles du sommeil, et anxiété et dépression. Ressenti aujourd'hui. J'ai énormément de colère au fond de moi contre le manque de sérieux et de vigilance de la part des services sociaux, de l'école qui ont été au courant mais n'ont pas bougé pour autant. Mais aujourd'hui, pour pouvoir avancer et me reconstruire, j'ai besoin de vous en parler, pour vous sensibiliser sur le fait que beaucoup d'enfants adoptés ont subi au sein de leur famille adoptante des violences qui auraient pu être évitées. Pour me reconstruire sur le plan psychologique, avec toute la maltraitance que j'ai subie, d'être aidée en suivant une thérapie. J'ai encore beaucoup de travail et un long chemin à parcourir. Mais aujourd'hui, je suis fière de moi pour tout le chemin parcouru, pour avoir repris confiance en moi et pour vous dire, face caméra, je ne suis plus coupable, je suis une victime. Merci à toutes les personnes qui sont entrées dans ma vie. Et pour finir, merci à ceux qui m'ont blessée, grâce à eux je me sens plus forte. Merci à ceux qui m'ont détestée, grâce à eux j'ai pu progresser. Merci à ceux qui m'ont aimée, grâce à eux je suis remplie d'affection. Merci à ceux qui sont entrés dans ma vie, grâce à eux je suis ce que je suis aujourd'hui. Merci à ceux qui ont quitté ma vie, grâce à eux j'ai appris à bien m'entourer.
Et merci à ceux qui sont restés dans ma vie. Grâce à eux, je vis une amitié sincère. Merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.